Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Alexandre. Pardon. Bonjour tout Il n'y le a pas monde. de souci. Oui, oui, bon. Alexandre est un petit peu pris, donc c'est de saison, on va dire. Je pense que on est tous plus ou moins touchés en ce moment. Merci à toutes et à tous de nous rejoindre. Là, au fur et à mesure, on a les personnes qui se connectent. Donc, le temps que tout le monde nous rejoigne. Je vous présente Alexandre Bachellery, directeur pédagogique de l'IBASM. Je pense que je vais vous laisser vous présenter Alexandre, vous serez mieux placé pour nous parler de vous. Écoutez, on vous écoute. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Alexandre Bachellery. Je suis directeur pédagogique d'une école spécialisée en mode et en marketing sur Bordeaux. On est la plus ancienne école de mode de Nouvelle-Aquitaine. Ça va faire 40 ans maintenant qu'on forme au métier à la fois de la création de mode, mais aussi de la commercialisation et de la stratégie de mode, donc plutôt la partie business et marketing. Voilà, on propose des diplômes qui vont du bac+3 au bac+5. Voilà, et donc je suis aussi en charge de plusieurs casquettes dans mon établissement, puisqu'on est une petite école, on a à peu près 200 étudiants. Je m'occupe à la fois des relations avec les entreprises, des mises en place des alternances, apprentissage, contrat de professionnalisation, management donc de l'équipe de professeurs, mais aussi l'organisation des partenariats pour organiser des ateliers, des workshops, des choses comme ça. Voilà, et également donc de tout ce qui est ingénierie pédagogique, donc dépôt des demandes de certification auprès de France Compétences, mais aussi le maintien de Calliope, voilà, un petit peu tout ça. Bien des sujets, donc beaucoup de choses, un quotidien bien rempli. Riche. Ouais, ouais, ouais. Donc Alexandre, vous avez accepté de vous joindre à moi aujourd'hui pour l'animation de ce webinaire qui porte sur la thématique des leçons à tirer suite à un refus d'enregistrement au répertoire spécifique, pardon, au répertoire national des certifications professionnelles, donc RSRNCP. Donc voilà, moi-même, j'ai fait le choix depuis le début de l'année d'animer toute une série de webinaires sur les différentes thématiques dans le cadre notamment des certifications. Et donc aujourd'hui, on s'est penché sur ces sujets suite à des questions qui reviennent fréquemment dans nos échanges avec les clients ou tout simplement les porteurs de projets et qui parfois sont très déçus, enfin parfois même toujours très déçus de recevoir une notification de refus suite à tout le temps, toute l'énergie qu'ils ont mis dans un dossier pour une demande d'enregistrement à l'un des répertoires. Et donc, quand ils reçoivent cette notification, ils se demandent est-ce que je dois replancher sur le dossier, est-ce que je dois repartir ou est-ce que je dois laisser tomber parce que voilà, ça m'a demandé beaucoup d'efforts. Donc voilà pourquoi le choix de cette thématique. D'ailleurs, n'hésitez pas pour les personnes qui sont là avec nous aujourd'hui à nous dire peut-être dans le chat si vous-même vous avez reçu ce type de notification de refus ou est-ce que vous êtes là notamment pour anticiper en vous disant et si ça m'arrive à moi, quelle décision je devrais prendre. Voilà, donc au programme de ce petit webinaire, on va commencer par quelques rappels pour rappeler notamment ce qu'est une certification. Tout le monde n'a pas le même peut-être niveau de connaissance sur le sujet, donc ça permettra de refaire un petit tour d'horizon. Et ensuite, on va parler des raisons fréquentes de refus, en tout cas les plus fréquentes, et on abordera également les pistes pour améliorer son projet de certification. Donc n'hésitez pas. Tout au long du webinaire, vous avez, je pense, sur la droite de votre écran, la possibilité d'intervenir via le chat. Donc voilà, Stéphanie qui effectivement a reçu un refus. Bon, on va en parler, hein, Stéphanie. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. On va essayer d'y répondre au fur et à mesure pour pas attendre la fin du webinaire et voilà, apporter un maximum de réponses tout au long de nos propos. Voilà, donc pour commencer, rappelons brièvement ce qu'est une certification. On va faire un petit rappel des fondamentaux. Donc, une certification est enregistrée à l'un des deux répertoires nationaux, répertoire spécifique ou répertoire national des certifications professionnelles. Ces deux répertoires permettent d'enregistrer donc des certifications. Je vais faire un petit topo sur la différence entre formation et certification. Donc, des certifications, ce qui va permettre d'apporter un gage de qualité, de reconnaissance pour les organismes de formation et les professionnels. Voilà, donc
Ces répertoires offrent un repère fiable pour tous les acteurs du marché, c'est-à-dire que si on est titulaire d'une certification enregistrée à l'un ou l'autre répertoire, eh bien, on est titulaire de compétences qui sont reconnues sur le marché du travail et qui répondent à un besoin qui a été identifié en amont. Donc, d'où la notion de reconnaissance. Hop. Je passe à la slide suivante, si ça veut bien s'afficher. Voilà. Donc, comme je vous disais, une certification n'est pas une formation. Donc, pour ceux qui sont à l'aube de leur projet de certification, attention à cette confusion qui est assez fréquente. Le parcours de formation, c'est ce qui vient finalement avant la certification. Pendant que je me forme, je vais faire l'acquisition de compétences grâce à un formateur qui va me transmettre via toutes sortes de moyens, des exercices, des mises en situation, des entraînements, des cours, voilà, transmettre des compétences. Et une fois que je serai suffisamment prêt et que j'aurai acquis ces compétences, eh bien, je vais passer un examen, une évaluation. Et c'est ça, la certification, qui va permettre, via notamment un jury, de s'assurer que le candidat, parce que là on parle plus d'apprenant, on parle de candidat, et bien que ce candidat, il a bien la maîtrise de ses compétences et qu'il est prêt à se lancer finalement sur le marché du travail. De manière très schématique et très résumée, c'est ça. Donc une certification n'est pas une formation. J'en parle parce que on reprendra cet aspect un petit peu plus tard dans le webinaire. Il est courant, lorsque des porteurs de projets déposent une première fois le dossier, ils ne savent pas trop où y mettre les pieds, ils ont tendance à fournir un programme de formation en pensant que c'est ça que France Compétences va étudier. Mais c'est pas l'objet en fait. Ça peut venir justifier des choses, mais c'est pas l'objet. Je vois Alexandre qui acquiesce. Vous avez plein de choses à dire. Même de rajouter que finalement, le contenu des modules n'intéresse absolument pas France Compétences. C'est pas vraiment ce qui est demandé. Exactement, exactement. Alors après, au niveau de l'instruction, on en parlera aussi. L'instructeur va aller, par exemple, décortiquer votre site internet, voir si le processus que vous mettez en place pour former les gens correspond bien à la préparation aux examens de la certification. Mais en soi, dans le dossier, voilà, on ne met pas de module de formation, mais c'est pas l'objet, quoi. Voilà, donc ça, c'est un premier point. Une fois qu'on a bien compris la différence entre ces deux aspects, entre formation et certification, eh bien, on commence à comprendre peut-être un petit peu plus que ce que France Compétences va examiner, c'est le processus certificatif. Donc, si on traduit, c'est comment est-ce que votre organisme certificateur s'assure que les candidats à vos évaluations maîtrisent les compétences. Par quels moyens? Peut-être selon des modalités d'évaluation, c'est pas peut-être, c'est même sûr, et selon quels critères et sur la base de quelles compétences. Donc, petit à petit, voilà comment on raisonne quand on se lance dans un projet certificatif. Voilà, donc faisons un petit mémo sur la différence entre ces deux répertoires. De quoi est-ce qu'on parle quand on parle de RS et de RNCP? Eh bien, quand on parle de RS, on parle donc du répertoire spécifique. Alors, je commence par RS, mais peu importe l'ordre. RSCH, c'est répertoire spécifique des certifications et des habilitations. Mais c'est vrai que, enfin voilà, en général, on parle de raccourci, on dit tout simplement RS. Dans le RS, on va trouver 3 types de certifications. Tout ce qui est habilitation, normes de marché et compétences complémentaires à un métier ou compétences transversales. Alors là, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais si je fais très simple, je reprends toujours les mêmes exemples. On va avoir, par exemple, des personnes qui, sur le marché du travail, travaillent en tant que pâtissiers. Ils vont être titulaires d'un CAP pâtissier, ils sont pâtissiers. Eh bien, s'ils veulent ajouter des cordes à leur arc et acquérir une expertise dans certains domaines, par exemple le cake design, parce que je reprends toujours le même exemple, donc les jolis gâteaux décorés en pâte à sucre, en décoration, etc., eh bien, ils peuvent passer une certification dans ce domaine et ça va leur apporter des compétences complémentaires à leur métier. On peut parler aussi de compétences transversales quand on est, par exemple, sur la maîtrise d'une langue étrangère, et qui peut servir à plusieurs métiers différents. Ce qui est important de retenir, là, dans le cadre de notre sujet du jour, c'est que pour enregistrer une certification ORS, il faut respecter 6 critères
dans la constitution du dossier. Et on va voir un peu plus en détail ces critères par la suite. Côté RNCP, et ça c'est aussi le lien qui est fait avec les titres styliste et designer de mode de l'IBSM, eh bien, parce que ce titre-là a été enregistré au RNCP, eh bien, au RNCP, on va trouver des métiers ou des groupes de métiers homogènes. Voilà. Donc, on va y trouver notamment des titres de ministères et d'organismes privés, tels que l'IBSM, avec des titres, des CQP, des TFP. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Et donc là, ce ne sont pas 6 critères qui vont être passés en revue, mais 9. Voilà. Ça vous rappelle des souvenirs, Alexandre? Ah oui. Douloureux, mais souvenirs utiles quand même, c'est important. Voilà. Pourquoi j'insiste sur ces critères? C'est certainement la première chose qu'il va falloir passer en revue avant de se lancer dans un projet pour se dire, bon, déjà, est-ce que je comprends bien ce qu'on me demande quand je constitue un dossier? Et sur quoi mon dossier va être évalué? Eh bien, il va être évalué sur ces critères. Voilà, donc pour faire simple également, à qui s'adresse la démarche certificative? Contrairement à ce que l'on pense, ce n'est pas uniquement réservé à des organismes de formation. Finalement, n'importe quelle structure peut déposer une certification, bon, sous certaines conditions, bien entendu, mais quel que soit finalement le statut ou la nature de cette structure, ça peut être une association, ça peut être un organisme privé, un centre de formation, bien entendu, eh bien, il va pouvoir déposer une certification pour encadrer des compétences ou un métier auprès donc des répertoires. Alors, venons-en à présent. Je check quand même au fur et à mesure s'il n'y a pas de questions. Non, pour l'instant, tout le monde voilà, est sage et attentif, tout va bien. N'hésitez pas si vous en avez. Regardons un petit peu ce qui se passe du côté des principales causes d'un refus d'une demande d'enregistrement. Alors, peut-être avant de parler de la nuance entre refus et ajournement, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre expérience, Alexandre, sur vous-même la notification de refus que vous avez reçue? Bon, brièvement, en fait, nous, notre diplôme, on va dire maison historique, était déposé auprès de France Compétences, enfin, au RNCP depuis les débuts en fait de France Compétences, je crois c'était 2010 si je me trompe pas, quelque chose comme ça. Bon, enfin depuis un certain temps. Et ce diplôme donc a pas beaucoup évolué, mais il a quand même réussi à être renouvelé jusqu'en 2019, quelque chose comme ça. Et là, il est arrivé à terme de sa reconnaissance et du coup. Moi, je suis rentré dans cette école privée, dans l'IBSM, et j'ai dû donc représenter un projet pour renouveler en fait ce titre professionnel, sachant qu'il était d'un niveau 5, donc Bac plus 2, et nous, on souhaitait le faire passer à un niveau Bac plus 3, donc niveau 6. Et effectivement, il y a eu énormément de changements, on va dire, déjà dans les critères de France Compétences, mais aussi sur le marché et aussi en termes de niveau tout simplement, hein, de compétences, de passer d'un Bac plus 2 à un Bac plus 3. Bon, ça demande beaucoup plus un vocabulaire complètement différent, des compétences complètement différentes. Donc nous, j'ai fait un premier dépôt qui a été donc refusé pour 4 raisons principales dont je vais vous parler. Et après, donc j'ai fait preuve de persévérance, on va dire, parce que en plus, ça peut être un peu désolant parce que c'est des démarches qui sont très longues. Le temps de réponse, en plus, nous, c'était en plein Covid, donc France Compétences a mis 8 à 9 mois à répondre défavorablement à notre dossier. Donc, c'était encore plus décourageant. Mais du coup, on a fait appel donc, du coup, à Katarzyna pour remonter un nouveau dossier. Ça m'a pris 1 an de rédaction, mais au final, on l'a eu sans problème. Donc voilà, donc c'est quand même important de persévérer à ce niveau-là, même si ça demande beaucoup de travail personnel. J'en ai fait les frais, mais je suis très très fier aujourd'hui et très content. Alors je sais pas si Katarzyna, tu voulais d'abord montrer un petit peu peut-être les. Ouais. Alors sur les 4 points que vous avez évoqués, on va en reparler un petit peu plus tard. Je tiens à souligner le fait que dans l'accompagnement qui a été mené avec Alexandre, c'est Alexandre qui se chargeait vraiment de la rédaction des différents éléments. Moi, j'avais une vue sur son dossier un peu comme une maîtresse d'école, c'est-à-dire que je lui donnais des devoirs à faire et je vérifiais régulièrement le résultat. Et le travail a été phénoménal. Vraiment, à chaque fois, j'ouvrais le document, je dis « Ah ouais, quand même !» Donc, voilà. Du moment
En fait, ce que je veux souligner par là, c'est que ça demande du temps. Hein. Bon, clairement, ça demande du temps. Mais c'est tout à fait faisable, même pour quelqu'un qui est pas forcément à la base issu de cet aspect purement certificatif. Et c'est d'autant plus probant que à votre poste, vous, Alexandre, vous avez vraiment pu faire ressortir dans le dossier l'histoire de l'établissement, le pourquoi de ce métier, l'impact sur le marché du travail. Enfin, vous aviez vraiment vous aviez, je parle au passé, mais vous l'avez toujours, vous avez cette vue 360 qui vous permettait de raccorder toutes les pièces. Donc, vous êtes un expert métier. Et oui, ça s'est senti dans le dossier. Après, j'avais pas du tout l'expertise d'ingénierie pédagogique, donc ça, c'est, on va dire, un cadre que vous m'avez apporté. Mais après, c'est vrai que moi, j'ai la tête dans le guidon dans mon école, et ça, je souhaite le dire à tout le monde. Et c'est important aussi, voilà, d'avoir une parfaite connaissance un petit peu de ce qui se passe à l'intérieur de ces formations, mais aussi de prendre du recul. Et ça, j'ai appris à le faire en faisant ce dossier pour voir un petit peu comment s'intégrer dans un marché, en fait. Donc, il y a à la fois une vision qui est interne, si vous voulez, mais aussi il faut faire une espèce de diagnostic un peu externe. Donc faut avoir un petit peu ce double travail, quoi. Oui, totalement. Bon, de toute façon, voilà, hein, c'est un travail d'investigation. Hein. On se fait un peu enquêteur, on donne les résultats de ce que l'on a observé sur le marché. Enfin, voilà, on va avoir l'occasion d'en reparler. Et voilà, mais c'est tout à fait faisable. Voilà, moi, je ne connaissais pas du tout toute l'ingénierie pédagogique, donc j'ai découvert en faisant, on va dire, et donc c'est tout à fait accessible. Il faut juste avoir les bons outils, quoi. C'est ça. Le gros avantage, c'est que maintenant, vous êtes totalement au fait. On vous parle de certification, de compétences, modalités d'évaluation, critères. Oui, c'est bon. Oui, en terminologie, ouais. Après, si je devais recréer un nouveau dossier, d'ailleurs, on a un projet pour un autre diplôme d'ici l'année prochaine peut-être. Voilà, je pense quand même que je demanderai un accompagnement, au moins pour une relecture ou des choses comme ça. C'est important. Toujours intéressant de croiser les regards. Un avis, voilà. Voilà, petit topo là sur une petite nuance entre refus et ajournement. Alors, parce que l'ajournement existe aussi. Ce qu'on appelle un refus, je vais commencer par celui-là, c'est le cas le plus fréquent. Attention, vous pouvez avoir un avis favorable. Donc, l'avis favorable, vous savez, c'est quand lors de la commission mensuelle, vous allez voir apparaître le nom de votre certification et le nom de l'organisme certificateur dans la liste des enregistrés. Donc là, champagne, c'est super, on est content. Et puis, vous pouvez, sinon, malheureusement, recevoir quelques semaines après une notification de refus. Donc, en fait, c'est un courrier que vous recevez, d'abord via votre espace France Compétences et puis ensuite un courrier physique qui va donc mentionner cet avis défavorable. C'est une décision motivée du directeur général de France Compétences qui va indiquer les motifs du refus au regard des critères. Vous savez, les fameux critères dont on a parlé, 6 pour le RS ou 9 pour le RNCP. Et donc, critère par critère, on va vous dire les points, en fait, qui ont été retoqués. Dans des cas beaucoup moins fréquents, c'est même plutôt rare, vous pouvez recevoir aussi une décision d'ajournement. Alors là, on est un petit peu dans l'entre-deux. Cette décision d'ajournement, c'est une notification qui va indiquer les motifs, donc toujours pareil, au regard des fameux critères, et qui vous invite, si vous le souhaitez, dans un délai imparti qui est relativement court, à communiquer à France Compétences une version améliorée de votre dossier ou en tout cas de certaines pièces du dossier. Passé ce délai, terminé, le dossier va être représenté à la commission suivante et s'il n'a pas évolué entre la version A et la version potentiellement attendue, vous savez que vous allez sur une notification de refus, hein, c'est à peu près sûr. Maintenant, si vous fournissez les pièces réajustées, alors ça peut porter vraiment sur des points. Moi, voilà, pour vous donner une anecdote, on avait un référentiel dans lequel il y avait un terme bien particulier qui n'allait pas. Il fallait modifier ce terme. Et là, sur un autre référentiel, on a donc un référentiel où les compétences sont très pertinentes. Le besoin sur le marché du travail a été parfaitement identifié. C'est la formulation des compétences qui n'allait pas. Donc, il faut remanier la formulation de ces compétences pour qu'elles soient bien plus explicites. Donc, vous voyez, ça porte quand même sur des petites choses. Hein. L'ajournement, il est peu probable s'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans le dossier. Mais voilà, donc dans des cas rares, on peut rectifier
Pour autant, ce n'est pas parce que vous avez rectifié que forcément le dossier sera validé. Il va donc repasser en commission et à ce moment-là, peut-être que vous aurez les chances de voir enregistrer votre certification. On a des petites questions. Donc, Stéphanie, en moyenne, combien de temps met le refus à être adressé? Alors, en général, c'est dans la quinzaine qui suit la commission à laquelle l'étude du dossier a été programmée. Donc, par exemple, là, la dernière commission avait eu lieu le 30 septembre. Là, je pense que les notifications de refus, elles vont pas tarder à tomber pour les gens qui auront été ajournés. Bon, après, le problème, c'est qu'on ne sait pas à l'avance quels sont les dossiers qui sont programmés à la commission. Donc, guettez en moyenne quand vous avez déposé un dossier, environ 5-6 mois après, vous pouvez imaginer que votre dossier passe en commission. Si vous ne voyez pas l'intitulé de la certification dans la liste des enregistrés, eh bien, il se peut que dans la quinzaine qui suit, vous receviez une notification de refus ou tout simplement que votre dossier a été programmé pour la commission suivante, ce qui est tout à fait possible aussi. Et Malika qui demande, lors d'un ajournement, a-t-on une notification des améliorations à apporter? Oui, tout à fait. Vous avez même... Alors, je ne vais pas généraliser, mais en général, vous avez aussi la possibilité d'avoir un échange avec l'instructeur ou l'instructrice pour qu'il... Alors attention, l'instructeur, l'instructrice n'a surtout pas vocation à vous donner de conseils, c'est pas du tout son rôle, donc il ne va pas vous dire faites comme ci, faites comme ça. Il va simplement vous dire il y a tel point qui va pas pour telle raison. Et après, à vous de faire ce qu'il faut pour améliorer le dossier. Ah, Stéphanie, vous avez attendu un mois, ouais. Bon, après, j'imagine qu'il y a aussi des flux d'activités au sein de France Compétences qui font que malheureusement, ça peut être plus long aussi. Ouais. Après, c'est comme les délais d'instruction. Moi, je parle de 5-6 mois. On a aussi des dossiers qui sont enregistrés au bout de 9 mois. Ça arrive pour peu que, j'en sais rien, que l'instructeur soit malade pendant sa période d'instruction. Bon, après, si c'est trop long, ça passe dans les mains d'un autre instructeur. Mais voilà, il peut y avoir aussi malheureusement des... Il y a aussi la période, on va dire, estivale. Oui. Autant dire que alors là, à ce moment-là, il ne se passe rien. Notre précédent dossier, on était tombé dedans, donc ça avait rajouté aussi du temps en plus du Covid. Là, pour celui qu'on a, donc, qui a été enregistré donc, cette année, quand ça a été accepté, c'était en juin. Nous, on l'a déposé en janvier. Donc, ça a pris vraiment, c'est ça, 6 mois en tout. Oui, ouais. Bon, enfin voilà, donc c'est variable. Puis, il y en a qui passent en beaucoup moins. C'est extrêmement variable. Bon. Donc, voilà un peu pour le topo refus et ajournement. Donc, voilà, si on fait un bref résumé, on a dit que nos répertoires nationaux permettent de donner un repère fiable pour tous les acteurs du marché et de faire reconnaître un métier ou un ensemble de compétences complémentaires ou transversales à plusieurs métiers sur le marché du travail français. Et donc ça, c'est vraiment ce qu'il faut garder à l'esprit parce que c'est là-dessus que tout le dossier va se bâtir. Le dossier, finalement, c'est... je vais reprendre les termes du directeur de France Compétences, des répertoires, donc M. Gouven-Roumaguet, qui dit que, lors de ses interventions, c'est quelque chose qui revient souvent, c'est un organisme vivant, c'est un être vivant, la certification. Et en fait, on raconte son histoire. Et donc, dans l'histoire, il faut raconter en quoi il donne un repère fiable pour les acteurs du marché et en quoi, finalement, il mérite d'être reconnu au sein des répertoires. Mais c'est vraiment ça, on raconte sa vie, de sa naissance, son évolution et comment il se met en place. On y reviendra encore. Venons-en à présent aux critères d'examen de France Compétences. Alors, vous allez voir qu'il y a des points communs dans les critères entre l'ERS et le RNCP, mais comme on l'a dit, au RS, on a 6 critères, au RNCP, on en a 9. Je les passe rapidement en revue en mettant dessous des questionnements que l'on peut... des questions que l'on peut se poser pour bien répondre à ces critères. Le critère numéro 1 du RS, c'est l'adéquation des connaissances et compétences visées par rapport aux besoins du marché du travail. Eh bien, quand je rédige mon dossier, voici, c'est pas du tout exhaustif, sinon il faudrait faire un webinaire de plusieurs heures, mais voici les questions qu'on peut se poser.
quelles sont mes cibles, quelle est ma cible ou quelles sont mes cibles. Donc, à qui va s'adresser la certification? C'est ça qu'il faut comprendre. Pourquoi j'ai identifié ces cibles-là? Et qu'est-ce qui justifie sur le marché du travail que cette cible a besoin de ces compétences? Si on prend, alors ça c'est un critère qui est commun de répertoire, si on prend le cas de styliste designer de mode, comment vous, enfin en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez identifié que voilà, il y avait un besoin sur le marché du travail de ce métier? Alors, bon, on est quand même sur un métier bon, qui est pas commun, hein, soyons honnêtes. On est, je dirais pas non plus de niche, mais voilà, qui est pas non plus commun. Alors, comment on a identifié le besoin sur le marché? On s'est rendu compte qu'il y avait finalement assez peu de certifications pour ce type de métier-là. Donc, nous, historiquement, vu qu'on formait à la création, on s'est dit, bien sûr, il faut à tout prix qu'on ait notre diplôme de reconnu sur le marché. Ça nous permet aussi d'avoir une importance au niveau national, hein, voilà, vu qu'on est peu d'écoles à avoir une certification de styliste. Donc, c'était aussi important pour nous, voilà, pour nous faire exister, avoir une certaine notoriété. Et alors, comment après on a identifié les besoins? L'avantage, c'est que moi, je suis aussi styliste. Donc, j'ai pu savoir un petit peu déjà découper un petit peu le métier en compétences. Savoir un petit peu qu'est-ce qu'on doit enseigner, qu'est-ce qu'on doit faire valider comme compétences pour pouvoir exercer, tout simplement. Il faut qu'il y ait vraiment une relation très, 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 très compréhensible, en fait, entre ces critères-là et après l'exercice. Voilà. Donc après, comment j'identifie les besoins? Moi, j'ai fait une note d'opportunité, une étude de marché, tout simplement, qui a été un des plus gros points du dossier, un des plus longs à rédiger, mais qui, je pense, a fait la force de notre dossier. On est allé chercher des données chiffrées, en fait. Donc, combien il y a, là, je vais rentrer rapidement dans le détail, combien y a-t-il de stylistes en France? Quelle est leur tranche d'âge? Y a-t-il un renouvellement des postes? Y a-t-il, au contraire, est-ce qu'on est en flux tendu? Est-ce qu'au contraire, il y a moins de besoins? Bon, voilà, on essaie de chercher le plus d'informations précises et fiables, hein, surtout possible. Hein. Beaucoup de sites internet racontent un peu tout et n'importe quoi. Il faut aller chercher des outils vraiment fiables. Et après, on en tire des conclusions, tout simplement. On voit que nous, dans notre région, finalement, il y a très peu d'écoles qui forment à ce type de métier-là, très peu de centres de formation, pardon, qui forment à ce type de métier-là, mais qu'il y a aussi un besoin auprès des entreprises. On a aussi contacté parmi notre réseau de partenaires les entreprises qui recrutent des stylistes potentiellement pour leur demander du coup quels sont vos besoins, qu'est-ce que vous attendez de la part d'un styliste, où est-ce que vous allez vous fournir entre guillemets, où est-ce que vous allez prospecter en fait vos talents. Et donc on a fait toute cette étude-là de marché, donc ça demandait comme je vous disais beaucoup de travail, mais on en a à la fin fait un diagnostic en fait, on a tiré ces conclusions-là pour améliorer et monter notre dossier. Oui. Voilà, donc ce ne sont là que quelques pistes qu'on évoque, mais vous voyez que l'adéquation au regard des besoins du marché du travail, il faut qu'elle soit clairement amenée. De la même façon, je vais aller plus ou moins vite sur certains critères, mais la qualité des référentiels de compétences et d'évaluation, l'écriture en compétences. Alors là aussi, je pense que vous avez des choses à nous dire, Alexandre, mais c'est souvent, enfin, ça paraît bête, mais il y a dans les notices communiquées par France Compétences, il y a pas vraiment une méthodologie qui est fournie, mais on parle d'une écriture en compétences. Donc, rédiger les compétences, ça se fait d'une certaine manière pour que ce soit clair et compréhensible de tous, en fait. L'idée, c'est ça. Vous, entre l'ancienne et la nouvelle version, ça a été un point radical, cette écriture en compétences. Radical, c'était la première raison qui a fait que notre dossier a été retoqué. En fait, on respectait. Alors, nos critères d'évaluation déjà n'étaient pas assez objectifs. Notre ancien dossier, on a employé des terminologies, par exemple, comme le dossier est pertinent, mais ça ne veut rien dire en fait, pertinent. Ou alors, l'oral est de qualité. Mais non, ce ne sont pas des critères objectifs d'évaluation. En fait, il faut être beaucoup plus spécifique. Par exemple, alors, je vais vous donner un exemple très précis. Là, je me suis amusé à sortir notre ancien dossier qui a été refusé et le nouveau pour vous donner un exemple, pour que vous compreniez vraiment l'intérêt d'être précis dans cette terminologie-là. Par exemple, notre première compétence de notre référentiel, c'est analyser les tendances de la mode en réalisant une veille formalisée des évolutions sur le marché pour enrichir la proposition de collection. Je la fais un peu simple.
avant, donc notre critère d'évaluation, voilà, c'était pertinence des informations recueillies et de leur analyse. Objectivement, comment en rien, ça ne dit si la compétence a été validée par l'étudiant. Est-ce qu'elle a été obtenue, si vous voulez. Donc, on a remanié notre critère d'évaluation. Finalement, on a décrété qu'il fallait que le candidat recueille des données fiables et factuelles. Donc ça, on peut juger, le jury peut juger sur cet élément-là. Est-ce que c'est fiable, est-ce que c'est factuel, est-ce que les données ont été datées, est-ce qu'elles ont été sourcées, où est-ce qu'elles ont été sourcées, et on spécifie, voilà, dans quel endroit, à quel type de document on attend pour avoir ces preuves, en fait, pour pouvoir juger ces critères d'évaluation. Aussi, voilà, que le candidat démontre que son analyse des tendances correspond aux évolutions du marché. Voilà, il faut être le plus objectif possible et éviter qu'on puisse nous reprocher d'avoir un jugement subjectif, en fait, sur l'évaluation de cette compétence-là. Ça a été pour nous un des points les plus importants. Et notamment aussi, quelque chose dont je n'étais pas au courant dans l'ingénierie pédagogique, il y a un certain vocabulaire, comme vous disiez Katarzyna, à employer. Il y a une certaine syntaxe dans la rédaction des compétences. Moi, je n'étais pas vraiment au courant de ça. Il y a vraiment un ordre à respecter donc, quand vous rédigez vos compétences. Donc, et sachant que le référentiel, c'est vraiment le cœur de votre projet de certification, c'est le plus important. On y passe beaucoup de temps, il faut le bichonner, si je veux dire. Il faut avoir un verbe d'action qui doit correspondre en fait au niveau de compétences que vous visez. Donc voilà, est-ce qu'on est sur un niveau 5, 6, 7 principalement. Et donc voilà, il faut un verbe d'action. Donc par exemple, je ne sais pas, analyser, ça peut être votre verbe d'action, prospecter, rechercher, bon, peu importe, à voir. On essaye de faire ça en fonction de la pyramide de Bloom, voilà, de voir les verbes d'action qui respectent le niveau. Alors, verbe d'action par rapport à quoi, à qui? Donc, votre COD. Donc, par exemple, analyser les tendances. Donc, c'est quoi? J'analyse quoi? Et ensuite, il faut expliquer le comment et le pourquoi. Donc, comment en faisant une veille formalisée? Pourquoi? Pour mieux connaître mon marché, peu importe. Voilà, donc c'est vraiment, il faut vraiment respecter cette syntaxe-là. Donc, nous, on ne le faisait pas et ça a été vraiment retoqué. Je pense que nos compétences étaient du coup mal explicité. Donc, par exemple, il nous manquait le pourquoi dans nos compétences. Voilà, on disait effectivement, analyser les tendances en faisant une veille. Oui, mais pourquoi est-ce qu'on le fait? Ça y était pas forcément. Ouais, ça c'était manquant et donc ça, c'était un point qui nous a été reproché. Ouais. Donc là, clairement, on voit à travers votre témoignage que, en soi, le référentiel n'était pas mauvais au départ. Le fond du référentiel n'a pas changé, mais sa pertinence a évolué parce que grâce à une syntaxe plus précise et puis des critères objectivés, plus objectifs, eh bien, forcément, voilà, on a donné plus de légitimité à ce référentiel, ou en tout cas, on l'a mieux fait parler. Voilà, et c'est un point essentiel. D'ailleurs, petite précision, l'ordre des critères, que ce soit pour le RS ou les RNCP, a aussi du sens. Entre guillemets, pardon pour les termes que j'emploie, mais si on se loupe sur les critères 1 et 2, entre guillemets, c'est plus grave que si on se loupe sur les critères 5 et 6. C'est très schématisé ce que je vous dis, mais l'ordre a du sens aussi. Et d'ailleurs, dans notre lettre de refus de France Compétences, c'était effectivement les deux qui étaient en premier. Voilà, c'était remanier le référentiel et l'adéquation par rapport au marché. Qu'on ne justifie pas l'adéquation. Ouais. Voilà. Après, on a aussi donc le troisième critère qui est la mise en place de procédures de contrôle de l'ensemble des modalités d'organisation des épreuves d'évaluation. Là, l'idée, c'est de démontrer à France Compétences qu'on a bien pensé le processus certificatif, qu'on a été très clair sur, par exemple, avec un règlement d'évaluation très précis, et qu'on est capable de contrôler que les candidats maîtrisent les compétences, mais aussi de se contrôler en tant qu'organisme certificateur et qu'on applique tout ce qu'on a dit qu'on allait faire. Parce que ce n'est pas le tout de dire que l'on va faire, mais aussi il faut faire ce que l'on a dit. Voilà, donc ça, il faut que la boucle soit bouclée à ce niveau-là. Et ça a aussi été un autre point qui nous a été retoqué. Par exemple, nous, nos modalités d'évaluation, parce qu'on a rédigé, pour expliquer un petit peu nos modalités d'évaluation, un document, et en fait, la procédure laissait un peu trop la place à l'inconnu, c'est-à-dire on n'empêchait pas de potentiels dysfonctionnements.
Donc, par exemple, il faut aller très, très loin dans le détail. Par exemple, comment vous sélectionnez vos membres de jury, par exemple. Comment vous contrôlez aussi qu'eux sont aptes, finalement, à juger les compétences de vos étudiants. Voilà, donc il faut aller dans ce détail-là, la durée des épreuves. On a même nous parlé des supports carrément, que c'est des dossiers qui doivent faire tant de pages maximum, etc. Il faut être le plus précis possible pour ne pas que ça laisse la place finalement, voilà, à l'inconnu. Il faut vraiment contrôler jusqu'au bout. Et après, quelque part, je pense que c'est confortable aussi dans la mise en œuvre. C'est qu'une fois que tout a été défini, on sait très exactement à quoi s'en tenir. Voilà, ne serait-ce que la logistique de l'épreuve, finalement, c'est plutôt pas mal. Et ça aide en plus. Oui, totalement, ça aide. Ouais. Et donc, pour les 3 critères suivants du RS, donc la prise en compte des contraintes légales et réglementaires, donc liées à l'exercice des compétences professionnelles visées par le projet de certification d'habilitation. Alors, c'est pas le cas dans tous les métiers, mais certains métiers ont un cadre légal très précis. Je pense par exemple au métier de la comptabilité, de la santé, n'en parlons pas, mais après c'est encore un autre sujet. Mais voilà, il y a des métiers dans lesquels il faut vraiment mettre en avant, attention, tout à l'heure je parlais de cake design, de pâtisserie. Eh bien, si on a décidé que on allait créer une certification complémentaire à un métier, il faut dire, alors voilà le métier, voilà légalement le cadre de ce métier et en quoi ces compétences complémentaires, elles peuvent venir se greffer à ce métier. Enfin, vous voyez, il faut le définir. Le cas échéant, pour le critère numéro 5, la cohérence des correspondances mises en place avec des blocs de compétences de certification professionnelle enregistrés au RNCP. Donc là, en fait, on va faire une étude comparative. On va prendre notre projet de certification et on va le comparer à ce qui existe déjà en termes de certification enregistrée et active, j'insiste bien dessus, active au répertoire pour voir s'il y a des correspondances, des équivalences qui existent entre les 2 répertoires. Bon, alors rien que sur ce point, il faudrait faire un auto-webinaire vraiment spécifique à ce point, mais donc vraiment, il faut montrer cette comparaison déjà pour montrer qu'on est conscient que d'autres certifications sur le même thème existent et surtout pour démontrer les éventuelles différences entre les deux, enfin, entre notre certification et les certifications déjà enregistrées. Et au-delà de ça, c'est aussi déterminer si oui ou non il y a équivalence. Alors, si je fais très simple, ça voudrait dire qu'un titulaire d'une certification qu'on aurait estimée équivalente à la nôtre ferait que, par défaut, il a aussi validé la nôtre. Il est aussi titulaire de la nôtre. Voilà, je fais très simple dans ce que je dis. Voilà, comme je vous dis, il faudra vraiment qu'on approfondisse ces sujets. Et enfin, le dernier critère du RS, le cas échéant, les modalités d'association des commissions paritaires nationales de l'emploi de branches professionnelles dans l'élaboration ou la validation des référentiels. On dit bien le cas échéant parce que ce n'est pas systématique, l'idée étant notamment de voir si on a le soutien, enfin, un ou plusieurs soutiens de ces PNE, de branches professionnelles qui nous aident, qui portent notre dossier. C'est pas simple à avoir, mais quand on l'a, forcément, ça vient renforcer la légitimité du dossier. Côté RNCP, cette fois, on va retrouver un socle commun de critères. Regardez, critère numéro 1, l'adéquation des emplois occupés. Alors, là, il y a une petite nuance. L'adéquation des emplois occupés par rapport aux métiers visés par le projet de certification professionnelle. Quand on fait une demande d'enregistrement au RNCP, on doit intégrer l'analyse de l'insertion professionnelle on dit dans le jargon de 2 cohortes, donc de 2 ensembles de personnes qui ont été évaluées sur 6 mois et 2 ans, enfin 6 mois, 1 an, 2 ans, sur le marché du travail. Donc là, l'idée, c'est de montrer que vous avez donc formé et surtout évalué des personnes, vous avez suivi ces personnes une fois qu'elles sont titulaires de ces compétences. À ce niveau-là, la certification n'est pas encore enregistrée chez France Compétences, si c'est un premier dépôt, j'entends. Et il va falloir démontrer que ces personnes, elles se sont bien sur le métier visé, ce qui n'est pas systématique, parce qu'il y a des gens qui changent d'orientation par une reconversion professionnelle ou autre, et puis il y a ceux, par contre, qui s'insèrent professionnellement. Et ça, il faut absolument le démontrer. Donc, vous n'ayez pas de mémoire, pas de mal sur votre dossier, Alexandre, parce que même si on ne parle pas de métier de niche, on est quand même sur quelque chose où
il y a un fort suivi. Enfin, c'est un métier où, enfin, j'ai envie de dire, c'est presque un métier de cœur hein, quand on est. On a cette chance finalement dans nos cohortes, c'est-à-dire qu'on a une bonne insertion dans le métier visé. C'est des métiers de passion, comme vous disiez, et donc effectivement, les étudiants, enfin nous on parle d'étudiants là, vu qu'on est une école supérieure. Je spécifie hein, pour ceux qui sont plutôt une entreprise qui souhaite déposer un projet, effectivement, ils continuent dans cette voie-là. Donc ça, c'est quelque chose qui est très apprécié effectivement par France Compétences, en tout cas dans notre cas, hein, ça a été apprécié. C'est que les étudiants partent pas directement après avoir fait le diplôme, ne sont pas dégoûtés de ce métier-là, ils continuent là-dedans. Donc on a cette chance d'avoir directement une bonne insertion qui correspond en tout cas à ce à quoi on les a formés, on va dire, et là où à ce à quoi ils ont été certifiés chez nous. Et puis, ça montre qu'il y a un vrai besoin sur le marché, quoi. Hein. Si derrière, il y a de l'emploi, forcément, donc la certification, elle a du sens. Elle sert à quelque chose, tout à fait. Exactement. Après, on va avoir l'impact du projet de certification en matière d'accès ou de retour à l'emploi. Bon, c'est un peu dans la même idée. Donc, c'est le suivi de cette insertion professionnelle. Qu'est-ce qui se passe X mois, X années après? Est-ce qu'on est toujours dedans? Est-ce qu'il y a des évolutions de poste, de responsabilité, de salaire aussi? Enfin, voilà, on va analyser ces éléments. La qualité des référentiels d'activité, de compétences et d'évaluation, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Hein. Encore une fois, les référentiels doivent être structurés de façon à être les plus lisibles possibles en démontrant les moyens, les objectifs et donc bien critériser les moyens d'évaluation. La mise en place de procédures de contrôle de l'ensemble des modalités d'organisation des épreuves d'évaluation. Encore un point commun. Est-ce que notre processus certificatif il est fonctionnel? Est-ce qu'on est bien précis au niveau du règlement d'évaluation, entre autres? On va avoir aussi, on le retrouve, la prise en compte des contraintes légales et réglementaires liées à l'exercice du métier visé par le projet de certif. Donc là, encore une fois, quel est le cadre légal? Est-ce qu'on respecte bien? Je vais même aller plus loin quand on est sur des certifications par exemple, portant sur la sécurité des individus avec des métiers du style, je sais pas moi, garde du corps ou agent de sécurité, etc. Enfin, vous voyez un petit peu, là, en termes de législation, on ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Donc, il y a un cadre très précis à respecter. Il faudra bien l'expliquer, surtout que les compétences du référentiel sont raccord avec la législation. Hein, voilà. Alors, là, on a un critère qui est propre au RNCP. C'est la possibilité d'accéder au projet de certification professionnelle par la VAE, la validation des acquis et de l'expérience. Donc, dans le cadre d'un RNCP, il faut démontrer que vous donnez la possibilité à des candidats de valider leur titre à travers cette modalité d'accès qui est la VAE. Et donc, dans le cadre de la VAE, il faudra démontrer que vous avez mis en place aussi ces moyens d'évaluation. Donc, c'est-à-dire que là, le candidat va devoir apporter des éléments de preuve, encore une fois, je fais simple, des éléments de preuve pour démontrer l'acquisition des compétences à travers son expérience. Donc, voilà, ça peut être une attestation d'employeur, un rapport des activités, enfin, de ce qu'il fait dans le cadre de son poste. Enfin, voilà. Donc, ça, c'est propre au RNCP. Critère numéro 7. La cohérence constitutive du projet de certification et de leurs modalités spécifiques d'évaluation. La particularité, entre autres, d'un RNCP par rapport à un RS, c'est qu'il est construit en blocs de compétences. Chaque bloc de compétences regroupe des activités et des compétences. Chaque bloc doit pouvoir être évalué de manière autonome, indépendante. Et donc, c'est cette articulation entre les différents blocs qui doit être à la fois cohérente, mais en même temps, qui doit démontrer que ce n'est pas une seule grande évaluation qui évalue tous les blocs d'un coup, mais c'est des évaluations propres à chaque bloc qui permettent de les rendre autonomes. Ça, je me souviens que dans votre dossier, c'est ressorti très rapidement, ça a été assez fluide, la détermination de ces blocs. Voilà. Et enfin, les critères 8 et 9. Donc, le 8, le cas échéant, parce que ce n'est pas toujours possible, la cohérence des correspondances totales ou partielles mises en place avec des certifications professionnelles équivalentes
de même niveau de qualification et leur bloc de compétences. Donc là, on revient sur cette étude comparative que je mentionnais tout à l'heure. Alors, quand on a 1, 2, 3 certifications équivalentes enregistrées au RNCP, ça va, c'est un travail, c'est fastidieux parce que bloc à bloc, il va falloir montrer qu'est-ce qui correspond ou correspond partiellement ou correspond pas. Mais quand il y en a déjà une dizaine sur la même thématique qui sont enregistrées, je vous laisse imaginer l'ampleur du travail. Sélectionnez-en déjà 5 dans ces cas-là et faites cette analyse approfondie. Montrez que vous êtes en mesure de faire cette analyse. Quand il y a vraiment une très grande multiplicité de certifications, voilà, c'est un travail qui est colossal. Mais voilà, il doit être fait, il mérite d'être fait. De toute façon, ça fait partie des critères. On a une petite question d'Alain. Oui, l'insertion post-niveau 6 est souvent marginale. Attendez, parce que hop, j'ai une petite coupure d'écran. Oui, c'est bon. L'insertion post-niveau niveau 6 est souvent marginale en comparaison, des poursuites d'études recommandées par ailleurs pour les apprentis dans le RNQ. France Compétences n'est pas très clair sur ce point. Applique-t-on un pourcentage en emploi minimum ou pas? Alors, je ne suis pas sûre de comprendre la question. Alors, je peux essayer de répondre. Alors, au niveau 5, mais allez-y. Je suis entièrement d'accord. Alors, vous pouvez me répondre dans le chat si j'ai bien compris. On a aussi été confronté à ce problème, c'est-à-dire que actuellement, alors c'est une tendance, voilà, des jeunes et des moins jeunes aujourd'hui, de vouloir continuer à faire un niveau 7, un bac+5. Donc, effectivement, on a moins d'étudiants insérés, si vous voulez, à un niveau 6. Donc, effectivement, moi, je ne fais pas partie de France Compétences, mais moi, j'avais cette peur-là aussi de est-ce que France Compétences, parce qu'on a aussi beaucoup d'étudiants qui sont en poursuite d'études. Donc, nous, on le met dans nos cohortes, on spécifie, et on en a presque la moitié de nos étudiants font des poursuites d'études, donc en niveau 7. Nous, on a considéré, après beaucoup de discussions avec Intergénéral, que, évidemment, ils ne vont pas nous pénaliser là-dessus, ils vont regarder uniquement ceux qui sont insérés. Donc, mais effectivement, je suis d'accord avec vous. Ça a l'air, en tout cas, j'ai pas encore déposé de niveau 7, mais ça a l'air plus facile de prouver l'insertion à un niveau 7 qu'à un niveau 6, où effectivement, ils continuent tous. Si j'ai bien compris votre question, ça m'a l'air. Oui, d'où je parle du niveau 5, parce qu'effectivement, l'insertion, en général, elle est plus simple à démontrer en niveau 5 ou en niveau 7, parce qu'en général, c'est rare qu'on continue au-delà d'un niveau 7. Enfin bon, il y a bien un moment où on travail. Voilà, mais c'est vrai que le niveau 6, il y a une tendance de poursuite d'études entre le niveau 6 et le niveau 7. Donc après, le pourcentage en emploi minimum ou pas, oui, il peut y avoir alors, on va considérer qu'il doit y avoir un pourcentage d'insertion professionnelle qui doit avoisiner les 70%. Maintenant, sur ce niveau 6, là, ce que je vous dis, c'est ce que j'observe moi à mon niveau. Il peut être revu parce que justement, on explique qu'on est face à cette problématique qui n'en est pas une, parce qu'en fait, on est content quand il y a des poursuites d'études. C'est bien quand les jeunes souhaitent poursuivre leurs études. Pour autant, c'est pas tout à fait compatible avec ce qu'on va pouvoir démontrer à France Compétences en termes d'insertion professionnelle. Donc, je dirais de ce que j'observe qu'il y a quand même une certaine tolérance. D'ailleurs, peut-être qu'à ce sujet, dans les mois à venir, on aura aussi des retours, parce que c'est quelque chose qu'on fait régulièrement remonter à France Compétences, parce que c'est quelque chose qu'on observe assez souvent. Et puis, on a une question, j'en profite. Pour la VAE, il est mentionné dans le dossier l'envoi de la procédure VAE. Lors de l'enregistrement, cette dernière est-elle suffisante ou bien faut-il ajouter d'autres éléments? Alors, je ne sais pas ce que vous mettez dans votre procédure VAE, mais oui, effectivement, alors, veillez à ce que cette procédure VAE, c'est pas... comment dire, c'est pas un document générique. Soyez très, très précis, détaillez bien. Dites-vous bien, quand vous recevez un candidat qui veut valider ses acquis, son expérience, comment est-ce que vous allez pouvoir vérifier qu'il maîtrise les compétences? Quels sont les éléments de preuve que vous attendez de lui? Et n'hésitez pas à lister les éléments de preuve. Alors, c'est peut-être pas exhaustif, mais en tout cas, ce sera donné à titre indicatif. Les éléments de preuve qui pourraient l'aider à justifier ses acquis. Voilà, donc
En général, ça fait voilà, encore une jolie pièce du puzzle à rajouter au dossier. Je vois que Alain, du coup, nous a répondu par rapport à la taille des cohortes. Moi, je conseillerais, alors pareil à mon niveau, comme je vous dis, je fais pas partie de France Compétences, mais si vous trouvez que la cohorte finalement insérée est marginale au niveau 6, moi, je suggérerais, et c'est ce qu'on a fait d'ailleurs, on a attendu 1 an de plus pour avoir une promo supplémentaire. Alors oui, c'est embêtant pour les établissements, je sais, c'est important d'avoir un RNCP, mais bon, enfin, pour être sûr que ça passe, nous, on a préféré attendre 1 an supplémentaire pour avoir une autre promo supplémentaire. Voilà, parce que nous, c'était aussi un niveau 6 et du coup, on n'avait peut-être pas assez, quoi, peut-être pas assez d'insérés à présenter. Voilà, moi, c'est ce que je conseillerais. C'est encore la patience, quoi. Et surtout bien expliquer que effectivement, que cette poursuite d'études, elle est presque entre guillemets logique parce que derrière, elle va potentiellement renforcer, déboucher sur un autre métier. Et ça, faut l'amener dans le dossier. Enfin, faut pas juste présenter des stats, des chiffres et ne pas les commenter. Tout doit être vraiment. Il y a une analyse fine, des données. De vos cohortes. L'idée, c'est pas juste de citer une liste de noms. Enfin, je fais des raccourcis, mais c'est vraiment de démontrer ce que sont devenues ces personnes. Pour celles qui sont en emploi, parce que là, du coup, on va avoir un petit pourcentage de personnes qui vont s'insérer professionnellement, mais vraiment ce qu'elles font, où elles sont, à quel poste. Pourquoi pas, n'hésitez pas aussi à fournir la fiche de poste de ces personnes. Combien elles gagnent, voilà, pour vraiment montrer la pertinence de l'existence de ce niveau 6 au regard d'une insertion qui serait peut-être moindre, mais qu'on va compenser, comme l'a dit Alexandre, peut-être avec une promo supplémentaire. Ou alors, comme dit Katarzyna, c'est vraiment dans l'analyse aussi, on l'a quand même spécifié que effectivement, on se rend compte quand même que la moitié de nos certifiés, finalement, continuent en niveau 7 et que donc, on se base sur les éléments à disposition. Voilà, on comprend un petit peu le truc, on essaye aussi de se défendre, de se dire, malheureusement, la réalité, elle est comme ça. Comment... on a quand même une valeur ajoutée malgré ça. Enfin, voilà, on essaye de le contourner le plus possible. Mais voilà, moi, après, je conseillerais d'avoir peut-être une promo supplémentaire plutôt que d'avoir un refus. Voilà, peut-être ça améliore forcément le dossier, ça peut que l'améliorer. On est bien d'accord. Stéphanie qui demande comment avez-vous fait pour les financements de cette promo supplémentaire. On va essayer d'apporter une réponse assez courte parce que du coup, on a encore quelques slides à passer. Mais oui. Alors, c'est-à-dire les financements de cette promo supplémentaire. Je ne comprends pas trop la question. En fait, finalement, je pense que c'est valable pour l'ensemble des promos parce que tant que la certification n'est pas enregistrée, donc si on fait simple, est-ce que ces personnes ont financé la formation qui prépare la certification de leur pays? Là, tout est affaire de transparence avec les étudiants. On leur a dit que voilà, on était en cours de dépôt, qu'ils devaient nous faire confiance, que voilà, que le dossier, on faisait tout pour qu'il soit déposé. Voilà. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, le RNCP prend de plus en plus d'importance pour les jeunes, pour leurs parents. Voilà, on a eu beaucoup de remarques là-dessus. Et finalement, voilà, faut juste leur demander de nous faire confiance et dire, mais ne vous inquiétez pas. De toute façon, c'est rétroactif. Donc, leur programme, même si l'année, on va dire, où ils passent la certification, enfin le projet de certification, on va dire, vu qu'on le présente, n'est pas celle où on n'est pas encore déposé, si vous voulez, auprès du RNCP. On leur dit, mais de toute façon, si ça passe l'année prochaine ou dans 6 mois, votre promo, elle est intégrée dedans, c'est rétroactif. Donc, vous aurez quand même un diplôme reconnu, ce qu'on dit un peu de manière vulgarisée aujourd'hui. Voilà. Ça, c'est pour la reconnaissance finalement de la certif des compétences. En revanche, en termes de financement, on est d'accord que toutes ces personnes ont financé la formation. Elles payent, bien sûr. Puisqu'il n'y avait pas de financement possible tant que pardon, notamment par rapport à l'alternance. Effectivement, sans RNCP, on n'a pas droit à un financement public. Donc, voilà, nous, cette formation-là, en tout cas, elle est qu'en initiale, donc on n'a pas eu ce problème. C'est un financement personnel, si vous voulez, de la part des étudiants. Voilà. Ouais. Et donc voilà, juste pour finir sur la liste de nos critères RNCP, donc même topo que pour l'ERS avec les modalités d'association des CPNE, donc Commission paritaire nationale de l'emploi de branche professionnelle, qu'on peut mobiliser
Dans votre dossier, de mémoire, ce n'était pas le cas, je ne me souviens plus. Mais voilà, après pour On a eu d'autres. des soutiens, Oui. on a demandé des soutiens, mais plutôt de clusters en fait d'entreprises, des regroupements d'entreprises, mais qui faisaient pas partie des commissions paritaires, enfin en tout cas qui font les conventions collectives. On était voilà, c'était vraiment plutôt des regroupements d'entreprises un peu nous de régions qui ont accepté de soutenir notre projet. Mais on est quand même allé les solliciter. Tout à fait, tout à fait. Faut pas hésiter. Donc, Sandra donc a ajouté oui, les parents ok, mais les OPCO non. Et oui, ça c'est un peu le nerf de la guerre effectivement quand on part de zéro. Oui, ça c'est un. Alors, rapidement, parce qu'après on a encore des slides à vous montrer, mais juste pour dire, si vous voulez trouver une alternative rapide, peut-être vous pouvez vous demander à être habilité pour former Oui. auprès de quelqu'un d'autre. Bon, voilà, après. Oui, l'inconvénient, c'est qu'on ne pourra pas utiliser les titulaires Ah oui. rattachés à la certification d'un autre organisme pour créer la sienne. Donc, bon, ça. Alors, n'hésitez pas, quand vous avez des questions bien précises sur des sujets, on peut aussi échanger. Vous verrez sur la dernière slide, il y a mes coordonnées. Enfin, n'hésitez pas à poser vos questions, parce qu'après, c'est vraiment, on est au cas par cas, mais Ouais. en tout cas, tout ce que vous avez soulevé est vraiment à la fois important et tout à fait vrai. Donc, voilà, c'est des paramètres à prendre en compte. Mais effectivement, voilà, l'absence de RNCP empêche les financements publics, donc c'est un gros problème, je suis d'accord avec vous. Oui, totalement. Tout à fait. Voilà, donc si on fait un petit récap des raisons fréquentes de refus au répertoire, eh bien, si on fait très simple, c'est résumé, mais là, c'est vraiment la somme des expériences et de ce qu'on a pu observer, c'est le manque de pertinence du projet. Alors, non pas que le projet ne soit pas bon, simplement parce que il y a l'adéquation avec les besoins du marché du travail n'a pas été démontrée. Parce qu'on dit, mais oui, c'est évident, il y a besoin de personnes qui maîtrisent des compétences je sais pas, en intelligence artificielle, tiens, parce que c'est le grand sujet du moment. Oui, mais encore faut-il le démontrer de manière observable et mesurable. Voilà. Donc c'est ça, quand je parle de manque de pertinence. Le manque de structure des référentiels. Donc ça fait partie des points clés. Attention, déjà, éviter toute confusion entre formation et certification dans les propos que vous allez amener dans votre dossier et surtout dans la construction de référentiels. Par exemple, des mots comme module n'ont absolument pas leur place. Et puis au-delà de ça, voilà, c'est la syntaxe dont on vous a parlé tout à l'heure qu'il est très important de respecter. Et autre point aussi qui vient noircir un petit peu le tableau et qui mène souvent à des refus, c'est une démonstration insuffisante de la valeur d'usage. C'est-à-dire pas vraiment de preuve tangible d'insertion professionnelle ou une insertion professionnelle insuffisante ou hors cible. C'est-à-dire que si je crée une certification styliste et designer de mode et que je me rends compte que la majorité de mes titulaires deviennent vendeurs en boutique de mode, là, on n'est pas dans le métier visé directement. Voilà. Ouais, bah, ça nous arrive aussi. Ouais. Voilà, donc ça existe, mais voilà, après, il faut démontrer à France Compétences que le projet a du sens. Donc voilà, faut faire attention. Petite clé aussi, lorsque vous recevez une notification de refus, n'hésitez pas à solliciter l'instructeur pour un rendez-vous post-instruction. Ça se fait en visio et ça se prépare. Attention, l'instructeur, on l'a déjà dit tout à l'heure, il n'a absolument pas vocation à délivrer des conseils. Il n'est pas là pour vous dire faites comme ci, faites comme ça dans le dossier. Voilà, c'est pas du tout l'objet. Il va commencer en général par reprendre point par point les critères qui ont péché et qui figurent dans la notification de refus. Et là, n'hésitez pas à préparer votre rendez-vous déjà en comprenant bien ce qui est écrit sur cette notification de refus et en préparant vos questions pour les poser de manière ciblée. Alors, encore une fois, éviter les questions du type « et vous feriez quoi à ma place ?» parce qu'évidemment, il ne pourra pas vous répondre, puis en plus, il n'a pas forcément les éléments de réponse. Mais vraiment, pour essayer d'obtenir des éléments un petit peu plus précis pour vous aider à améliorer votre demande. D'ailleurs, à ce sujet-là, il n'y a pas de nombre de demandes d'enregistrement limite. Enfin, en soi, vous pouvez faire autant de demandes que vous voulez. Ce n'est pas forcément l'idée parce que ça prend du temps et beaucoup d'énergie. Mais voilà, vous pouvez faire autant de demandes que vous le souhaitez. Voilà, et donc en vue d'un nouveau dépôt, bien souvent, il va falloir retravailler les référentiels, apporter donc les preuves de l'insertion pro et peut-être aussi, pourquoi pas, réaliser ou faire réaliser une étude de marché claire
pour démontrer la pertinence de la certification. On va éplucher vraiment le marché du travail pour montrer que oui, il y a besoin de ces compétences, même si c'est un marché de niche, parce que parfois on se dit oh là là, oui, mais moi je suis sur une certification où il n'y a pas besoin de grand monde, mais il faut qu'il soit ultra qualifié. En fait, c'est QFD, quoi. Enfin, si on a besoin même de peu de personnes, mais avec des qualifications hyper précises, alors il y a un marché. Voilà, c'est pas la taille du marché qui compte. Voilà, en fait, l'étude des cas pratiques, au final, Alexandre, vous nous avez apporté déjà plein d'éléments dans ce que l'on a, enfin, avec vos propos, ce que vous avez apporté de votre expérience. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter peut-être par rapport à... Un petit point qui était, on va dire, évident, mais pas tant que ça, c'était juste la dénomination de notre projet de certification. C'est un des premiers points dont nous a parlé la personne qu'on a eu au téléphone, voilà, pour nous expliquer les motifs de refus de chez France Compétences, notre je sais plus comment on dit, instructrice, voilà. En fait, on avait mal défini le périmètre du métier visé juste dans le nom. C'est-à-dire qu'avant, notre diplôme, donc, qui était reconnu depuis 2010, s'appelait styliste modéliste. En fait, on fusionnait deux appellations métiers dans une même certification. Donc, apparemment, avant, ça posait pas de problème. Voilà, on pouvait former à deux métiers distincts. Enfin, on pouvait certifier en tout cas deux métiers distincts après notre formation. Sauf que apparemment, bon, il y a eu une évolution. Après, je sais pas comment ça fonctionne dans le détail chez France Compétences, mais on nous a expliqué que il fallait faire deux diplômes différents pour amener donc à un métier, être très spécifique sur le périmètre visé du titre professionnel. Donc vraiment, on a changé notre titre, donc c'était plus styliste modéliste, mais styliste designer de mode, donc un seul métier. Voilà, donc ça, j'aurais jamais pensé que c'était important. Et voilà, uniquement la dénomination du titre était déjà primordiale et ça a permis, c'était vraiment la base à modifier pour changer plein de choses derrière après dans le dossier. C'était très important. On ne peut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, quoi. Non, puis en plus, c'est pas comment dire, sur le moment, on peut se dire, ah bah mince, oui, mais ça va me demander de restructurer mon référentiel, mon projet, etc. Mais en fait, au contraire, quelque part, ça permet aussi de l'affiner et d'être d'autant plus pertinent dans ce qu'on va amener à l'intérieur. Donc, Exactement. Là, je vois beaucoup en ce moment, parce que je continue donc à faire une veille sur les diplômes pas les diplômes, excusez-moi, sur les certifications qui sont déposées actuellement, notamment un de nos partenaires qui n'a pas réussi à renouveler aussi son titre RNCP. Le titre est fusionné à la fois responsable marketing et commercial. Alors, vous allez me dire, oui, bon, mais le commerce fait aussi partie du marketing à différents niveaux du processus de création d'un produit et de vente, etc. Sauf que non, France Compétences ne veut plus fusionner ces deux terminologies-là, le marketing et le commerce. On choisit. C'est soit on est sur du développement commercial, soit on est sur du marketing stratégique et opérationnel. C'est deux choses différentes. Donc là, je vois aujourd'hui, ils sont très, très précis là-dessus. Donc, il faut faire très attention à comment vous définissez en fait le nom de votre certification, de votre projet. L'idée, c'est d'éviter d'avoir des... Pardon, encore une fois, pour ce que je vais dire, parce que je parle un peu sans filtre, mais les certifications fourre-tout. Là, voilà. Mais encore une fois, ce sera d'autant plus pertinent au niveau de la justification d'insertion professionnelle. Voilà. Donc, j'aime cette phrase, en fait, parce qu'elle a tout son sens. Une certification est un être vivant. Hein. Je le dis, je le répète. Il y a une période de gestation quand on monte le dossier. Après, il y a sa naissance quand il va y avoir l'enregistrement. Puis après, il y a toute la vie de la certification au cours de laquelle le travail est loin d'être fini. En fait, il ne fait que commencer parce qu'il va falloir, à partir du moment où on a enregistré, déjà commencer à réfléchir à la demande de réenregistrement en suivant les titulaires, en cherchant à savoir ce qu'ils sont devenus, en étant aussi en veille active de ce qui se passe sur le marché pour s'assurer que ce qui figure dans le référentiel est toujours d'actualité. Peut-être qu'il y a des ajustements à faire, parce que c'est normal, les métiers évoluent. Donc voilà, bref, c'est un beau bébé que l'on fait venir au monde et qu'on fait vivre. Et encore une fois, tout ça pour apporter sa pierre à l'édifice des compétences sur le marché du travail français et puis construire quelque chose qui va vraiment servir aux bénéficiaires, qui est vraiment au cœur de ce système. Voilà, donc n'hésitez pas, on a
quasiment tenu le timing. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser, c'est le moment. Sinon, n'hésitez pas aussi, vous pouvez me contacter en off. Voilà, j'essaie d'être assez réactive aux questions qui sont posées. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup pour vos questions, toujours plus précises et plus pertinentes, et ce qui me permet moi aussi d'avoir des idées de thématiques à apporter pour les prochains webinaires. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, n'hésitez pas aussi à nous faire part des sujets que vous aimeriez que l'on aborde. C'est avec grand plaisir qu'on construira des webinaires à ce sujet. Alexandre, un grand merci pour votre présence et surtout pour ces témoignages qui sont très, très précieux pour les porteurs de projets. Merci à tous et bon courage pour vos projets de futurs dépôts. Et je comprends votre frustration, notamment les organismes de formation qui fonctionnent beaucoup sur les financements publics. C'est vrai que voilà, ils ont fermé un peu les robinets, ils ont rendu ça plus compliqué. Si vous ne fonctionnez que comme ça, oui, le RNCP, il est impératif pour avoir les financements des OPCO ou le CPF. Malheureusement, c'est le jeu. Donc, il faut persévérer, il faut arriver à tout prix le plus possible à ce que ce soit déposé, validé, pour faire, si le business model de vos organismes de formation il fonctionne comme ça, le plus possible, même si les délais sont longs, il faut essayer de les avoir, quoi. Mais je comprends, c'est frustrant, c'est compliqué. Ouais. Oui. Voilà, sur ce, belle journée à tous et à toutes. À bientôt. Au revoir.